Bonjour à tous. Donc, on va commencer la conférence. Donc, aujourd'hui, c'est pas Cécile qui est là parce qu'elle a des rendez-vous à Tahiti là, pour le Farenatora. Donc, je vais vous présenter Laetitia Hénoin. C'est une chercheuse du CRIOP qui travaille sur les récifs coralliens et en particulier les coraux. Et voilà, elle va vous faire une présentation sur l'Odyssée du corail entre péril et espoir. Voilà, toi. Bonsoir. On va commencer. L'idée, c'est un peu de vous amener dans le monde du corail qui, moi, me passionne depuis plus de 10 ans maintenant. Et sauf que maintenant, effectivement, j'ai un petit peu des doutes sur comment les coraux vont survivre à la fin du siècle. Donc, on va commencer par le corail. Souvent, quand je montre cette photo, en fait, tous les gens connaissent la fameuse patate de corail. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a décrit. C'est la patate, c'est celle qu'on a tous vue dans le lagon. Par contre, il y a des formes coralliennes que vous avez peut-être un petit peu moins vues. Et ce que vous n'avez peut-être pas eu la chance de regarder, c'est vraiment le corail en détail, comment c'est composé. Et si vous regardez bien cette branche de corail où on a zoomé, en fait, vous pouvez voir comme des petites fleurs. Et si on regarde encore plus près, en fait, vous pouvez voir vraiment que ça fait comme une fleur. Et cette fleur, on appelle ça un polype. Et le polype, c'est vraiment ce qui va constituer le corail. Et le corail est constitué de milliers de petits polypes comme ça. Et donc le polype, en fait, c'est tout d'abord plein de petites tentacules, en fait, et une bouche au centre. Et tous ces polypes, finalement, ils sont, si vous regardez, en fait, ils sont reliés entre eux par un tissu. Là, le tissu, il est de couleur marron clair. Et en fait, c'est un tissu de liaison, un tissu de connexion qui permet à tous les polypes d'être reliés entre eux et de pouvoir communiquer. Donc toute votre colonie corallienne, en fait, ils sont tous reliés entre eux, ils peuvent tous communiquer et ils peuvent même se partager de la nourriture. Après, quelque chose qu'on n'observe pas forcément non plus à l'œil nu comme ça, c'est qu'est-ce qui se passe sous les tissus coralliens. Si on enlève les tissus coralliens, on fait ça notamment quand on étudie en fait la taxonomie des coraux, c'est-à-dire les différentes espèces de coraux. Eh bien, si on enlève ces tissus, dessous, en fait, vous allez voir en fait la loge calcaire dans laquelle le polype va se mettre. Et donc, vous pouvez voir en haut que vous avez différents types de logettes en fait, et ces différences en fait vont nous permettre d'identifier les différentes espèces coralliennes. Et du coup, si finalement on se projette finalement dans le sens inverse maintenant et qu'on va regarder notre colonie, là vous voyez toutes ces petites logettes calcaires qui sont reliées entre elles. Et ça, c'est finalement la colonie corallienne que vous pouvez aussi observer dans le lagon. Là, c'est que son squelette, donc c'est un minéral, c'est une roche calcaire. Et ça, c'était comment la colonie vivante, à quoi elle ressemblait avec ses tissus par-dessus. Et donc le corail, en fait, avec son squelette calcaire, il peut prendre différentes formes que vous pouvez voir là. Et aujourd'hui, on dénombre 850 espèces de corail dans le monde. Et ici, en Polynésie, on en a 183. Et ces espèces, en fait, on leur a donné, pour décrire les formes, en fait, on appelle celle-là en forme de feuille, on dit que c'est foliacé. On va aussi avoir des espèces qui sont encroutantes, ou encore des espèces qui font comme des plateaux ou des branches. On a aussi des coraux qui sont solitaires, ça c'est les coraux champignons, vous pouvez les voir en fait, ils sont juste posés sur le fond. Et on a aussi des coraux massifs, comme la fameuse patate de corail, mais vous en avez qui sont encore plus jolis parce que ça fait des méandres en fait sur le dessus. Et tout ça c'est finalement le squelette calcaire qui crée en fait finalement cette structure. Mais ce qu'il faut bien comprendre finalement, c'est que quand vous partez de votre petite colonie corallienne, en fait, si vous regardez la branche et que vous coupez une branche, eh bien finalement, quand on coupe la branche, à l'intérieur, on voit que c'est tout blanc, c'est son squelette calcaire. Et finalement, les tissus vivants, en fait, c'est juste le pourtour qui est marron. Donc c'est quelques millimètres, sur certains, c'est même pas 1 millimètre. Donc c'est même pas 1 millimètre de tissu vivant qui va pouvoir construire en fait ces récifs coralliens et ces structures finalement qu'on peut voir depuis l'espace. Alors une question qu'on peut se poser, c'est finalement comment ces petits polypes arrivent finalement à construire ces grandes surfaces et à construire ce fameux squelette. Donc là, il faut revenir finalement à nos polypes, qui sont finalement la base du corail, c'est là où tout se passe et chaque polype fait la même chose. Donc on va prendre le cas d'un seul polype. Et bien en fait, ce petit polype, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va capter des minéraux qui sont présents dans l'eau de mer. Il va capter du calcium et il va capter du carbonate. Il va les amener finalement dans un espace à l'intérieur de ces tissus, c'est l'espace en jaune là au milieu, qu'on appelle, c'est un espace calcifiant. Et c'est là finalement où il va pouvoir biominéraliser son squelette. Il va les complexer et ensuite il va recréer une petite couche en fait de squelette calcaire sous lui. C'est comme ça en fait que notre petit polype peut grandir. Mais vous allez me dire, mais là j'ai un polype et toi tu nous as montré des milliers de polypes. Donc comment ils font ?
Et bien en fait le corail il a finalement cette capacité en fait de se multiplier. On parle de clonage. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va produire d'autres petits polypes qui lui sont génétiquement identiques. Et donc pour ça en fait il peut avoir deux stratégies. La première, c'est une stratégie en fait de bourgeonnement. Donc en fait, il grandit et puis à un moment, en fait, il va avoir un deuxième petit polype qui va apparaître sur le côté, qui va commencer à pousser et quand il sera assez grand, il va aussi pouvoir sécréter un squelette calcaire et finalement se différencier. Et en continuant de faire ça, et bien finalement, on va se retrouver avec plein de polypes les uns les autres. Et il y a une deuxième manière de se cloner en fait pour notre polype, c'est que en fait le polype initial va s'étirer, il va s'étirer tellement qu'à un moment il va se scinder en deux et on va se retrouver avec deux individus, mais pareil qui sont génétiquement identiques. Donc notre colonie corallienne, ça va être des milliers de polypes qui sont tous les mêmes et qui sont issus à la base d'un seul polype. Et donc quand on réfléchit à ça, quand même, ils sont super forts ces petits polypes parce que quand même ils arrivent à construire ces constructions gigantesques comme la Grande Barrière de Corail qui font 2300 km de long ou encore le récif de Nouvelle-Calédonie qui fait plus de 1500 km. Donc quand vous pensez qu'un polype ça peut faire juste quelques millimètres de diamètre, moi je trouve qu'ils sont quand même assez impressionnants. Et alors ce qui fait aujourd'hui la beauté des récifs coralliens quand même, c'est parce qu'on a des eaux limpides, on a une très belle visibilité et on apprécie tous ça. Mais par contre, quand l'eau elle est claire comme ça, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Comment ils font? Parce qu'il n'y a pas grand-chose dans l'eau là. Et bien le corail, en fait, il est quand même très intelligent, on va dire, parce qu'il s'est dit, ben voilà, dans l'eau, il n'y a pas grand-chose, et bien moi, je vais développer une symbiose avec une algue. Donc ce qui se passe, c'est que dans les tissus de notre petit polype, on va trouver des algues. Et ces algues, on les appelle les zooxanthelles. Et on en trouve plus d'1 million sur 1 centimètre carré. Vous imaginez le nombre de petites algues. Alors après, il faut bien se rendre compte qu'elles sont microscopiques. Elles font 10 microns. C'est tout petit, mais il y en a quand même 1 million sur 1 centimètre carré. Et en fait, grâce à cette symbiose, grâce à ces algues vont apporter 95% des besoins énergétiques au corail. Et ça, via la photosynthèse, parce que ces algues, c'est des végétaux, et donc elles vont faire la photosynthèse grâce à l'énergie lumineuse. Et donc elles vont apporter au corail des glucides, des sucres, et en échange, le corail va lui apporter des déchets, et notamment un abri. Comme ça, elles sont à l'abri à l'intérieur des tissus du corail. Alors le corail, c'est un animal, on a vu comment il était capable de grandir, on a vu comment il était capable de se nourrir, mais comment il se reproduit ? Alors une fois par an, en général, à la pleine lune, à la nouvelle lune, pour les différentes espèces coralliennes, eh bien, si vous cassez un petit fragment corallien, vous pouvez voir à l'intérieur des petits points rouges et même comme des petites saucisses blanches. Alors les points rouges, c'est les ovocytes, et les saucisses blanches, c'est les petits spermatozoïdes. Et en fait, quelques heures avant la ponte, vous pouvez détecter dans les polypes coralliens, en fait, vous voyez bien en fait qu'on a ces boules roses qui sont présentes. Et bien en fait, ça c'est le signe que la ponte est imminente. Et au moment de la ponte, vous pouvez voir finalement les œufs qui vont sortir. Et la ponte des coraux, c'est un événement qui a été découvert dans les années 80 en Australie, où là, ils ont plus de 100 espèces qui pondent en même temps. Alors là, c'est juste pour vous montrer quelques images que j'ai fait ici, donc elles ne sont pas extraordinaires, mais voilà, pour vous montrer, en fait, ça c'est le corail montastra qu'on a vu au début. Ça, c'est un Acropora pulchra, il y a des champs d'Acropora, en fait, par exemple, à la plage de Témé. Et là, voilà, c'est vraiment de plus près chaque polype, en fait, qui va émettre cet agrégat, en fait, ces ovocytes. Alors souvent on dit que les coraux pondent des œufs, mais en fait c'est pas vraiment vrai. Alors c'est vrai qu'ils pondent des œufs, mais la majorité des coraux, ce qu'ils pondent, c'est ce qu'on appelle un agrégat d'ovocytes et de spermatozoïdes. Parce qu'en effet, votre agrégat, là, en fait, il ressemble comme à un ballon de foot. Et ce qui se passe, c'est que tout autour, vous avez des ovocytes, et à l'intérieur, le rond bleu, là, en fait, c'est toute une pelote, c'est tous les spermatozoïdes, en fait, des coraux qui sont compactés à l'intérieur. Et après, ce qui se passe, c'est que cet agrégat va se casser, on va avoir la fécondation finalement des ovocytes et on va avoir tout le développement embryonnaire qui va se passer dans la colonne d'eau. Et au bout à peu près de 3-4 jours, on va avoir la formation d'une petite larve qui va nager dans la colonne d'eau. Et cette larve, elle va nager jusqu'à ce qu'elle trouve un substrat qui lui convienne. Alors le truc, c'est qu'il faut qu'elle trouve un substrat qui soit vraiment bien, parce qu'une fois qu'elle est posée, elle ne pourra pas partir. Donc du coup, elle est quand même assez difficile et elle cherche des endroits, notamment où il y a des algues encroutantes qui sont bénéfiques en fait pour le corail. Et une fois que l'endroit lui convient, eh bien on va former le premier polype.
Donc là, vous pouvez voir les tentacules. Tous les petits points marrons que vous voyez, ce sont les zooxanthelles. Et on voit bien qu'il a formé déjà son premier squelette calcaire. Donc ça, c'est la naissance de la colonie corallienne qui commence par un polype qui va faire à peu près 2 mm. Et ensuite, par bourgeonnement ou par division, finalement, on va avoir de nouveaux polypes qui apparaissent jusqu'à avoir finalement la colonie adulte que l'on connaît tous. Alors là, on vient de voir finalement que sur la stratégie reproductive que je vous ai montrée, en fait, c'est des coraux qui émettent à la fois des cellules sexuées femelles et des cellules sexuées mâles. Et ça, c'est 75% des coraux qui ont cette stratégie. On en a quand même 25% en fait qui sont gonogoriques, donc c'est-à-dire que la colonie sera soit mâle, soit femelle. Et du coup, il faut qu'elles émettent dans la colonne d'eau les gamètes en même temps pour que finalement on ait cette fécondation qui se passe et qu'on ait la formation d'une larve. Mais il y a un autre mode de reproduction qui existe chez les coraux, où là aussi on a des coraux qui sont gonogoriques en quelque sorte, et en fait les spermatozoïdes d'une colonie corallienne vont aller féconder les ovocytes qui vont se trouver à l'intérieur du polype. Et là, on va avoir tout le développement qui va se passer à l'intérieur du polype. Donc finalement, c'est un petit peu comme chez nous. Et une fois que la larve elle est mature, on va avoir les larves qui vont être expulsées dans la colonne d'eau. Donc là, je viens de vous présenter ce qu'on appelle en quelque sorte le cycle de vie du corail. C'est comment il est capable de se reproduire, de perpétuer l'espèce, d'avoir des croisements génétiques et d'apporter de nouvelles larves sur le récif. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, est-ce que c'est vraiment important ? Alors, je vais vous montrer un exemple pourquoi c'est important. Si certains d'entre vous étaient là en 2006 à Mooréa, la pente externe de Mooréa, il y avait 51% de corail vivant. Ça devait être très joli. Moi, à cette époque, j'étais pas là. On peut demander à René, peut-être. Voilà, c'était magnifique, beaucoup de diversité, beaucoup d'acroporas. Malheureusement, entre 2006 et 2009, on a eu une invasion de Taraméa. C'est les étoiles de mer, en fait, qui mangent le corail. Elles ont mangé quasi tous les coraux vivants qui étaient présents. Et en 2010, en plus, on a eu un cyclone qui est venu, je dirais, enlever les petits restes coralliens qui nous restaient. Résultat, moi je suis arrivée en 2010 au Criobe et quand j'ai été plongée sur la pente externe, j'avoue que je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir faire sur le corail. C'était un petit peu déprimant. Mais finalement, le temps est passé et 3 ans plus tard, vous pouvez commencer à voir qu'il y a certaines petites colonies coralliennes qui commencent à repousser. Et aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été faire un tour sur la pente externe, mais aujourd'hui, on a plus de 70% de recouvrement corallien. C'est magnifique, on ne peut même pas poser un pied quelque part. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la résilience du récif, la résilience du corail. C'est-à-dire qu'après une chute, en fait, il est capable de s'en remettre. C'est une capacité de récupération, de résilience. Et ça a été possible parce qu'à un moment, il y a eu un apport de petites larves de coraux qui sont venues se métamorphoser sur le récif. Et donc, c'est extrêmement important, finalement, aussi de savoir d'où viennent ces larves, parce que finalement, c'est cette source-là qui convient de protéger, parce qu'elle permet finalement de régénérer des récifs qui sont dévastés. Le problème aujourd'hui, c'est que le corail, il est un petit peu menacé, et en fait, il est menacé parce que la symbiose corallienne, cette association qu'il a créée avec les algues, qui est très bénéfique pour lui, elle est très fragile. Et elle est très fragile notamment à l'augmentation de la température. Donc là, vous allez avoir votre corail qui va très bien, mais quand la température de l'eau devient trop forte, il blanchit. Et ce qui se passe, c'est qu'il va expulser les zooxanthelles qui sont contenues dans ces tissus. Et il les expulse parce que les zooxanthelles qui sont présentes, en fait, quand il fait trop chaud, elles vont rejeter des composés qui dérangent le corail. Alors du coup, le corail, comme ça l'embête, il se dit je vais enlever mes zooxanthelles et comme ça, je me porterai bien mieux. Le problème, c'est qu'il n'a pas bien réfléchi, parce que du coup, il crève de faim. Et oui, rappelez-vous, les zooxanthelles, en fait, elles lui permettent elles apportent 95% de son énergie. Donc s'il n'a plus de zooxanthelles, il est bien embêté. Alors effectivement, le corail, il est un petit peu capable de manger, mais pas suffisamment pour couvrir tous les besoins énergétiques dont il a besoin. Et du coup, il se retrouve en stress. Et si ce stress continue, à la fin, il peut mourir. Il est affamé. Et c'est comme nous, on peut rester un petit peu sans manger, mais au bout d'un certain temps, on va mourir. Si on regarde de plus près finalement ce qui se passe au niveau du polype, vous pouvez voir que là on a des beaux polypes qui sont bien marrons et on peut voir des petits points. Et plus la température de l'eau va augmenter, plus la couleur s'éclaircit et plus ces petits points finalement qui sont les zooxanthelles, finalement il y en a de moins en moins. Et là on a un corail qui est complètement blanc. Alors attention, on voit bien que le corail il est vivant, on a les polypes qui sont là et il peut rester un petit peu blanc. Mais s'il reste trop
sans manger, à un moment, il va mourir. Le blanchissement, on peut un petit peu le comparer à la fièvre. Nous à 37, on est bien. À 39, on a un peu chaud. Et si ça augmente un peu, c'est pareil, on ne va pas tenir longtemps. Chez le corail, c'est pareil. Il peut supporter des petites augmentations de température, mais pas trop. Alors, ce qu'on a découvert quand même, au travers de toutes ces années où on a étudié ces phénomènes, c'est que tous les coraux ne sont pas égaux. On a certains coraux qui sont beaucoup plus sensibles au blanchissement corallien. Et c'est notamment les acroporas. Ces champs d'acroporas que vous voyez, ceux-là, ils sont extrêmement sensibles. Par contre, la patate corallienne qu'on connaît tous, eux, ils sont beaucoup plus résistants. Donc on a essayé de comprendre aussi pourquoi finalement certains coraux étaient plus résistants que d'autres. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'il existait différentes sortes de zooxanthelles. Il existe différents types de clades, on appelle. Et surtout, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait un clade qui s'appelait le clade D. Eh bien lui, il était capable finalement de rester dans les tissus coralliens parce qu'il rejetait pas tant, il n'était pas si toxique que ça pour le corail. Donc du coup, le corail qui a ses clades D, il peut rester en symbiose et du coup, il va bien, alors que ceux d'à côté qui ont les autres clades, ils se portent très mal parce qu'ils les ont expulsés. Alors la question qu'on nous pose souvent, c'est à quelle température le corail blanchit? Alors ça, c'est assez difficile parce que finalement, il n'y a pas une température miracle pour tous les coraux du monde. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas la valeur de la température qui est un problème, c'est la différence par rapport à la normale. Là, vous avez la courbe où le plus haut, c'est au moment de la période chaude. En noir, c'est la période normale, et en rouge, c'est quand vous avez une période qui est anormalement chaude. Et en fait, ce qui dérange le corail, c'est cette différence, finalement, c'est quand il fait plus chaud que la normale. Et on considère en fait que le corail va blanchir quand il fait 1 degré de plus que la température maximale de l'été. Alors je vais vous donner un exemple, ça c'est les courbes de température sur l'île de Moorea, c'est 20 ans de données en fait. Et vous voyez que si on calcule la température maximale, c'est 28,8 degrés. Du coup à Moorea, les coraux vont montrer des signes de blanchissement quand la température va dépasser 29,8 degrés. Maintenant, si on regarde Tubuai, qui est une île des Australes, qui est plus au sud et qui est beaucoup plus fraîche, vous voyez c'est la courbe en bleu, on voit bien qu'elle est plus fraîche, et la température maximale en été, c'est 26,9 degrés. Donc eux, à 27,9 degrés, ils vont blanchir. Donc il n'y a pas une température miracle, c'est vraiment en fonction de l'endroit où ils vivent et c'est combien il fait plus chaud par rapport à d'habitude. Après, il y a un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est il fait plus chaud de plus d'1 degré, mais pendant combien de temps? Parce que comme on a vu, le corail il peut blanchir pendant une semaine et aller très bien, mais si ça dure des semaines, là ça ne va pas du tout. Et donc pour ça, les scientifiques, ils ont calculé un indice qu'on appelle un degree heating weeks. Alors en français, ça fait des degrés de chaleur semaine. C'est pas très joli. Et alors pour vous donner un exemple, en fait, cet indice, il est calculé sur 12 semaines. On va regarder sur 12 semaines ce que le corail a subi. Et en fait, on va comptabiliser à chaque fois que la température, elle est supérieure à la normale. Et donc si vous avez 1 degré de plus pendant 3 semaines, ça vous donne un degree heating weeks de 3. Et à partir de ça, on a calculé comme une échelle. Et on s'est rendu compte qu'entre 0 et 4, on allait avoir des signes de blanchissement. Entre 4 et 8, on allait avoir un blanchissement sévère et surtout les espèces sensibles allaient être attaquées, notamment les acroporas. Et supérieur à 8, là, on va avoir de la mortalité massive. Alors des blanchissements massifs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on en a eu plusieurs finalement. On va dire depuis une vingtaine d'années, et un qui a marqué énormément les esprits, c'est celui de 98. Ça a été le premier épisode de blanchissement massif qu'on a observé dans le monde, et il a été très très important parce qu'on a observé du blanchissement dans plus de 70 pays. Et ça a résulté qu'on a perdu juste en un épisode, en quelques mois, on a perdu 16% des coraux à travers le monde. Ensuite, on a eu un deuxième épisode en 2010, il y a eu beaucoup de blanchissement dans certaines zones finalement, notamment dans l'océan Indien, Asie du Sud-Est et dans les Caraïbes. Et celui dont vous avez sûrement entendu parler, c'est celui de 2016. Il a été déclaré le 3e épisode de blanchissement massif à travers le monde et il nous a beaucoup touchés finalement parce qu'il a touché un joyau des récifs coralliens qui est la Grande Barrière de Corail. Et effectivement, pendant cet épisode, il y a 93% des coraux qui ont blanchi et il y en a 20% qui sont morts. Mais cet épisode, il n'a pas touché que la Grande Barrière. On a recensé du blanchissement dans plus de 35 pays. Alors en Polynésie, on n'a pas été épargné. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller plonger, enfin la chance.
Je ne sais pas si vous avez plongé à cette période en Polynésie, sur la pente externe, mais ça c'est une photo de Gilles, en fait, et vous voyez bien toutes ces colonies, en fait, qui sont blanchies. Et c'est vrai qu'au départ, on s'est demandé ce qu'il allait se passer. Et quand on a comptabilisé, on s'est aperçu qu'il y avait à peu près 61% des coraux qui avaient blanchi. Mais finalement, on n'a eu que 1% de mortalité. Et la raison, c'est que finalement, le stress de température qu'ils ont eu, il n'était pas si fort. Notre fameux degrading weeks, il est qu'à 2,40. Donc finalement, ils ont blanchi, mais ils ont réussi à récupérer. Donc on était assez contents quand même, on s'est dit, en Polynésie, on a eu chaud. Puis du coup, après, ça c'était au mois d'avril à peu près, après au mois d'octobre, on a eu la chance de partir sur la campagne Tara, et on allait dans les Tuamotu pour étudier notamment le recrutement corallien. Et là, on a commencé à faire les premières plongées. Et là, par contre, on s'est dit qu'on n'avait pas eu tant de chance que ça. Parce que là, vous voyez cette colonie corallienne, elle est très très belle, elle fait plus de 2 mètres de diamètre, mais quand vous vous approchez, en fait, vous allez juste pouvoir observer que les tissus sont morts. Il n'y a plus de tissus, en fait. C'est juste colonisé par les algues. Et c'était ça partout. Là, vous avez ces patates coralliennes, finalement, qui ont perdu carrément des zones de tissus immenses. Et finalement, on a constaté qu'il y avait 60% de mortalité dans les 4 îles qu'on avait fait dans les Tuamotu. Et la raison, c'est notre degrading weeks. Ils avaient eu un degrading weeks de 11 à 12 degrés semaine. C'était juste énorme. Ils ne pouvaient pas y faire face. Donc, résultat, ça a généré de la mortalité. Alors, nous, on avait des informations sur 5 îles. On s'est dit, oui, mais ça va être compliqué quand même, la Polynésie, c'est 118 îles. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire appel à nos réseaux, aux gens qu'on connaissait, pour savoir s'ils avaient eux aussi repéré du blanchissement dans d'autres îles, pour essayer de faire un petit bilan finalement sur ce qui s'était passé en 2016. Et on a créé en fait un programme de sciences participatives qui s'appelle Un œil sur le corail, et du coup, qui nous a permis, grâce aux citoyens, grâce à des gens comme vous, qui vont dans le lagon, qui vont pêcher, qui vont chasser, finalement de recenser du blanchissement corallien dans 23 des îles. Et finalement, on s'est rendu compte que ce phénomène de blanchissement, il était bien plus étendu que ce qu'on ne pensait. Alors après, souvent, quand on parle du réchauffement climatique, on parle du blanchissement corallien, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement visuel. Vous pouvez voir ces colonies qui blanchissent, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout le cycle de vie du corail va être affecté quand il va y avoir une hausse de température. On travaille beaucoup sur les jeunes stades de vie, et je vais vous présenter juste un résultat sur les stades embryonnaires. Quand on fait des expériences et qu'on augmente la température, ce qui se passe, c'est que quand on augmente la température, on va augmenter finalement la manière dont les cellules vont se diviser, mais ça va aller tellement vite que finalement on va former des embryons qui sont complètement déformés, qui ont des formes extrêmement bizarres, et ceux-là ne donneront jamais des larves plus tard. Donc on s'est rendu compte qu'une augmentation de 3-4 degrés diminuait de moitié le stock d'embryons normaux. Et si vous répercutez ça finalement sur chaque étape du stade de vie, vous vous rendez compte qu'à la fin, vous avez quasi plus de larves qui va être capable de recruter et de donner une nouvelle colonie. Les prévisions, malheureusement, elles prévoient du blanchissement tous les 2 ans à partir de 2030, et elles prévoient aussi à peu près 60% des coraux pourraient être perdus d'ici la fin du siècle. Pourquoi ? Alors il y a différents problèmes finalement à cette crise écologique des récifs coralliens. C'est d'abord le développement urbain local, les problèmes locaux de contamination, c'est aussi la surpêche, mais c'est surtout finalement le réchauffement climatique et l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Le CO2, jusqu'à la révolution industrielle, finalement, on était à des niveaux relativement constants depuis très longtemps, en fait, qui était à peu près à 270 parties par million. Et à la révolution industrielle, les taux de CO2 dans l'atmosphère se sont juste enflammés, et aujourd'hui on est à 425 ppm. C'est juste énorme. Alors, les scientifiques, ils se sont dit quand même, attention, c'est pas normal, il faut qu'on fasse quelque chose, et on a créé en fait un groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique. Et ça a donné, on l'a créé en 88, et finalement, ce groupe s'est réuni, et tous les 4-5 ans, ils ont sorti un rapport. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on sait, ils nous ont alarmés depuis longtemps, mais aujourd'hui, la Terre s'est réchauffée. On a plus 0,85 degrés de réchauffement, et les prévisions futures prévoient 2 à 5 degrés d'ici 2100. Alors aujourd'hui, on doit faire un choix. On a en gros 2 scénarios.
Soit le scénario, on continue comme aujourd'hui, finalement on ne change rien, et on verra bien ce qui se passe plus tard. Ou alors on a le scénario que l'on espère quand même, et on se dit on va essayer de limiter le réchauffement à plus de degrés. Alors déjà, 2 degrés apparemment, c'est quand même pas très rose pour les récifs coralliens. Il y a quelques jours, je crois que c'était le 6 octobre, ce fameux groupe en fait s'est réuni, et ils ont montré qu'il y avait aussi une grosse différence entre limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et le limiter à 2 degrés. 1,5 degré d'ici 2100, on va perdre 70 à 90% des coraux. Et si on est à 2 degrés, c'est juste 0,5 degrés de plus, ça paraît pas grand-chose. Mais on va perdre 99% des coraux. Bon, mais finalement, on a besoin des coraux, je sais pas. Bon, c'est un hotspot de biodiversité, c'est vrai que c'est très joli. C'est juste, c'est moins d'1% de la surface de la planète, un quart des espèces, c'est magnifique, c'est vrai que c'est des beaux paysages. Mais bon, si c'est juste joli... Ouais, mais bon, les récifs coralliens, ça procure quand même des revenus. C'est vraiment une grosse économie, en fait, pour tous les pays. Ça représente 35 milliards de dollars par an. C'est gigantesque. Ça fournit de la nourriture à un demi-milliard de personnes. Et ça permet aussi de guérir des maladies. On estime qu'on a 300 fois plus de chances de trouver une nouvelle molécule dans les récifs coralliens que sur la Terre. Et ça protège aussi des côtes, plus de 100 pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez du tsunami qu'il y a eu en Indonésie. Il y a eu 300 000 morts. Et apparemment, ils avaient estimé que sans les récifs coralliens, il y aurait des millions de morts. Alors quand les récifs se dégradent, finalement, c'est tout qui se dérègle, c'est tout qui se dérègle, c'est tout qui va mal. Et l'humain, finalement, fait partie de la nature, et on a besoin de la nature, on ne peut pas vivre sans elle. Alors quand même, l'humain, il a un petit peu cette force de caractère, et il se dit, mais moi je ne vais pas laisser tomber parce que je pense que j'ai un petit peu d'espoir. Alors on a un petit peu d'espoir parce que quand même, en observant ces phénomènes de blanchissement corallien, on a observé que certaines espèces étaient plus tolérantes que d'autres. On a aussi observé que certaines colonies de la même espèce étaient plus tolérantes que d'autres. Et on a même vu qu'il y avait certaines zones qui étaient plus chaudes que d'autres, comme la mer Rouge ou les Samoa, où l'eau elle peut monter à 31-32 degrés, et finalement on trouve des coraux qui sont là, qui vont bien. Et donc ces zones-là, ça constitue vraiment des laboratoires naturels pour essayer de comprendre comment ces super coraux, ils arrivent à vivre. Où ils sont, quel mécanisme? Est-ce que l'on ne peut pas leur piquer un petit peu de leur mécanisme pour le mettre aux autres? Alors que fait la science? Alors la science, face, je dirais, à cette menace qui pèse sur les coraux, elle essaye d'agir à différents niveaux. Alors au début, on commence doucement, et puis après, finalement, on va compliquer les choses. Au début, on peut créer des aires marines protégées, et après, on peut aller sur des plans un peu plus complexes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si à chaque fois, on essaye de trouver une solution meilleure, on va augmenter le coût, on va augmenter le risque, et on augmente l'effort. Alors au départ, on a commencé par créer une liste rouge des espèces menacées, parce qu'on se disait « Ah, il y a des espèces qui disparaissent, les coraux disparaissent ». Donc on a créé l'Union internationale pour la conservation de la nature en 1963, et en fait ça donne un état des lieux des espèces à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, grâce à l'IUCN, grâce à ces listes rouges, on sait aujourd'hui qu'il y a 33% des coraux sclératinières qui sont menacés, dans différentes catégories. Certains sont vulnérables et certains sont en danger critique. Et aujourd'hui, il y a 6 espèces de coraux qui sont en danger critique. Ça veut dire que si on ne fait rien pour eux, ils vont disparaître. Alors une fois qu'on s'est dit, ben voilà, cette espèce, elle va mal, mais finalement on s'est dit, mais elle va mal parce que tout autour d'elle, il n'y a pas qu'elle qui va mal finalement, ce qu'il y a autour, ça ne va pas. Donc du coup on s'est dit, je pense qu'il faudrait qu'on étende notre concept, et au lieu de protéger juste une espèce, on va essayer de protéger aussi son habitat. Et donc pour protéger l'habitat, on crée des aires marines protégées. L'aire marine protégée, c'est bien parce que ça va protéger tous les organismes d'une zone, et ça leur permet aussi de récupérer, de se reproduire, de grandir. Mais l'avantage des aires marines protégées, si vous les choisissez bien, c'est qu'en fait, une aire marine protégée qui va bien va pouvoir émettre des larves qui vont pouvoir aller réalimenter une autre aire marine protégée, et etc. Et en fait, vous créez un réseau, vous créez des connexions entre des zones, et ce qui va permettre d'assurer la résilience si jamais une catastrophe se passe dans une de ces zones. Mais bon, à un moment, peut-être que les larves, elles ne reviendront pas, parce que je vous ai dit, les larves, elles sont assez difficiles, il leur faut un habitat qui leur convient. Et c'est vrai qu'il y a des zones où ça ne revient pas. Par exemple, dans les Caraïbes, des fois, ça ne revient pas. Alors là, en fait, l'homme s'est dit, bah là, on peut peut-être leur donner un petit coup de pouce.
Donc, on a développé tout ce qui est les étapes de restauration. C'est une intervention humaine, en fait, parce qu'on s'est basé sur la capacité du corail à pouvoir se multiplier. On peut couper une branche de corail, le fixer, et en fait, il va grandir. Voilà, il va redonner une nouvelle colonie. Et donc ça a été développé depuis les années 80. Et depuis, on a utilisé différents supports, différentes techniques, et ça marche assez bien. Et aujourd'hui, on est arrivé sur un concept d'arbre à corail qui, je trouve, est assez révolutionnaire. On a eu la chance, en fait, de travailler avec Anne et Denise, qui sont venus ici, et ils ont créé en 2002 la Coral Restoration Foundation avec ce système d'arbres. Et juste pour vous montrer à quel point ça marche bien, vous avez un arbre qu'ils ont planté en 2015 et un an plus tard, c'est Acropora cervicornis, c'est une espèce qui est menacée, et vous voyez à quel point finalement les boutures ont grandi. Et donc effectivement, ils sont venus à Moorea et on a pu implanter notre première pépinière corallienne à Moorea. Et vous voyez peut-être pas très bien, mais les arbres n'ont que 6 mois, mais déjà on peut voir finalement que les fragments ont grandi et qu'ils se développent très très bien. Donc on est extrêmement contents. Malheureusement, il faut être lucide, hein. Les pépinières coralliennes, elles ne vont pas être épargnées par le réchauffement climatique. Et donc, du coup, il faut réfléchir à comment on va concevoir la pépinière corallienne. Et donc, l'idée, c'est de faire de la restauration sélective, c'est-à-dire que sur nos arbres, on va essayer de mettre que les coraux qui sont plus résistants au changement climatique. Parce que finalement, il faut bien se rendre compte que c'est quand même du temps d'entretenir ces pépinières. Et du coup, vous voulez entretenir quelque chose qui va durer, quelque chose qui va résister, quelque chose qui va vous permettre de restaurer l'environnement. Alors la pépinière corallienne, c'est bien, et même si Ken lui plantait 1 million de boutures, ça lui fait pas peur. Moi quand même, je me dis c'est quand même beaucoup de travail. Alors du coup, tout ce qui est basé sur le bouturage, en fait, c'est très très bien pour restaurer des petites zones qui sont dégradées. Mais après, quand vous devez restaurer des zones plus grandes, 1 million quand même, c'est beaucoup. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai dit que pendant les pontes coralliennes, on avait des milliers de bébés coraux qui se retrouvaient à la surface. Pourquoi on ne les utiliserait pas? Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur la reproduction sexuée, et aujourd'hui, on s'est élevé en aquarium, finalement, ces milliers de bébés coraux qu'on va collecter. On sait faire la fertilisation. On a 90% de succès sur la fécondation en aquarium, c'est énorme. Du coup, vous arrivez avec des milliers de larves que vous pouvez faire métamorphoser sur des petits supports. Sauf qu'après, vous faites comment avec vos supports? Après, il faut bien réfléchir pour les réimplanter sur le récif, parce que 1 millier, faut quand même quelque chose qui soit efficace aussi. Et là, dernièrement, en fait, il y a 2 papiers qui sont sortis, notamment celui-là, en fait, où ils travaillent avec un organisme qui s'appelle la CICOR, et ils ont développé, en fait, ces petits systèmes de tripodes. Ils font métamorphoser les larves dessus, et après, ce qu'ils font, c'est qu'ils les lancent sur le récif. Et comme ils ont une forme de tripode, ils vont arriver finalement à se fixer à l'intérieur et à pas bouger. Du coup, c'est assez rapide, vous n'avez pas besoin de les planter un par un, et finalement, ça va tout seul, finalement, s'incruster en quelque sorte dans le récif. Après, il y a Peter Harrison, qui est un imminent scientifique qui travaille sur la reproduction des coraux en Australie, qui a développé cette technique. Alors lui, il a testé, il met un grand filet sur le récif, 6 mètres par 4. Il injecte 400 000 larves et il laisse 4 jours. Et après, il regarde ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que quand même, sous son filet, on a eu plein de recrues, en fait, plein de petits coraux qui se sont métamorphosés, alors qu'à côté, où il n'y a rien qui a été fait, il y avait 0. Et résultat, 3 ans après, tous les petits points jaunes que vous voyez, en fait, c'est des colonies coralliennes qui sont issues de ce recrutement qu'il a fait. Et ce qu'il dit, c'est qu'en plus, ça ne coûte pas très cher, c'est 20 $ la colonie. Alors moi, je vais vous dire, c'est pas cher, parce que nous, on a fait le calcul, et une bouture sur un arbre, le temps de l'entretenir, c'est 30 €. Juste 1 an. Et lui, ses coraux, ils ont 3 ans. Donc déjà, c'est beaucoup plus efficace. Bon, le problème, c'est que tout ça, ça résout quand même pas le problème du blanchissement. Mes coraux, ils sont revenus, mais ils vont encore blanchir, quoi. Alors, du coup, il y a des équipes qui travaillent sur... et si on créait des super coraux? Alors, c'est un principe qui s'appelle l'évolution assistée. Comment ils font? Ils se sont dit, tout le monde n'est pas né pour être athlète. Et en s'entraînant un petit peu, peut-être qu'on peut devenir des athlètes. Et donc, ils se sont dit, on va faire pareil chez les coraux. On va les entraîner à subir des stress de température et on va voir si finalement, ils arrivent à développer des mécanismes pour finalement arriver à combattre ces anomalies thermiques et surtout à transmettre ça à la génération future.
Après, ils se sont dit aussi, finalement, on pourrait peut-être modifier les communautés de symbiontes si on leur donnait que des oxantelles qui sont plus tolérantes à la température. Ils seraient plus résistants après. Et si ça ne marche pas, ce qu'on pourrait faire, c'est faire entraîner aussi nos oxantelles, rendre toutes les autres oxantelles là, qui ne marchent pas très bien, on les entraîne à la température et ensuite on les réinjecte pour faire nos super coraux. Et enfin, la dernière option sur laquelle nous on a pas mal travaillé, c'est trouver le bon géniteur. Finalement, au départ, on fait des croisements un petit peu de manière aléatoire, mais on s'est rendu compte que les différents croisements qu'on allait faire n'allaient pas nous donner les mêmes résultats au niveau des bébés. Et ça, c'est bien connu en aquaculture, c'est bien connu chez les chevaux. On va croiser cette jument avec ce cheval-là, parce qu'on sait que le résultat sera bon. L'idée, c'est de faire un petit peu pareil chez les coraux. Et on a vu que ça pouvait marcher. Donc finalement, aujourd'hui, on a différentes options pour élever des super coraux et ensuite faire une restauration assistée. Mais si c'est pas assez. Alors là, on s'est dit, ces fameux coraux de la mer Rouge, ils sont hyper résistants. Peut-être qu'on pourrait les transplanter dans les zones qui sont dévastées, comme en Australie, où il y a besoin. Alors là, attention, je ne vous explique pas les problèmes éthiques, les problèmes d'espèces invasives. Alors là, on rentre dans des considérations où, on va dire, on est vraiment à l'état de peut-on faire ça, mais on va dire c'est dans les cas extrêmes. Et enfin, la dernière idée qu'on a eue, c'est se dire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fameuse réserve mondiale de semences du Svalbard, c'est en Norvège. Donc en fait, c'est une grande réserve où ils ont stocké plus d'1 million de graines. Et donc en fait, ils considèrent que c'est une réserve. Si jamais un pays perdait tout d'un coup ces graines, en fait, ils viendraient là, elles sont cryopréservées et ils pourraient les réimplanter dans leur culture. Alors du coup, on s'est dit, on a fait ça pour les graines, pourquoi pas pour les coraux? Donc l'idée, en fait, c'est de créer une réserve de coraux pour protéger la diversité génétique actuelle. Et si jamais, à un moment, finalement, on a une espèce ici qui disparaît, on viendrait piocher dans notre banque et on pourrait la réimplanter. Est-ce qu'on a eu d'autres idées? Ouais. On s'est aperçu quand même que quand les coraux, ils avaient un petit peu chaud, si on leur diminuait finalement l'intensité lumineuse, on allait atténuer les effets du blanchissement. Donc en fait, il y a des expériences grandeur nature qui ont été testées où on développe en fait comme des grandes tentes au-dessus du récif et on voit bien qu'en fait, ils blanchissent un peu moins. Après, on a même eu l'idée, si on refroidit le récif, parce que finalement, il va pas bien parce qu'il fait chaud. Donc ils ont quand même testé ça à petite échelle. Il y a la Climate Foundation qui a testé ça. Donc en fait, ils ont pris des petits refroidisseurs, en fait, ils ont réinjecté de l'eau fraîche en fait sur une petite partie du récif et effectivement, ils ont vu que ça marchait. Et donc du coup, maintenant en fait, ils réfléchissent à savoir si on ne peut pas utiliser l'air conditionné en fait les SWAC qui utilisent de l'eau plus froide ou éventuellement à construire en fait ces tours en fait qui puiseraient de l'eau et qui la réinjecteraient sur le récif. Bon, au final, on a quand même plein d'outils à disposition, mais après, on peut se poser la question jusqu'où il faudra aller. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller aussi loin et est-ce qu'on pourra faire tout ça? Alors que finalement, une des solutions peut-être à la base, c'est peut-être de fixer le problème de pourquoi les coraux blanchissent et qui est de garder les émissions de CO2 basses. Parce que finalement, les récifs coralliens, c'est la nature, mais nous, on fait partie de la nature, et finalement, on s'est rendu compte quand même qu'on ne pouvait pas vivre sans eux, quoi. Et aujourd'hui, en Chine, je ne sais pas si vous faites attention, mais on peut voir ces images avec ces gens qui se baladent, et même les marathoniens, en fait, ils se mettent des masques, en fait, pour recycler l'air, tellement il est pollué chez eux. Et est-ce que vraiment, demain, on a envie de vivre, finalement, dans un monde où on se demandera si on pourra respirer de l'air pur, juste parce qu'on n'aura pas, finalement, réussi à garder les émissions de CO2 basses? Alors, quand on dit ça, alors souvent la réponse, et moi la première, c'est « Oh non, laisse tomber, c'est mission impossible ». Alors, c'est pas faux, hein. Mais moi, je suis pas sûre qu'en 62, quand John Kennedy il a dit « Vous savez, on a choisi d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile et parce que je vais relever ce défi et je vais y arriver ». Quand même, 5 ans plus tard, ils ont réussi à aller sur la Lune. Tout ça parce qu'on a mis les moyens, parce qu'on avait la motivation d'y aller. Donc finalement, c'est peut-être pas si mission impossible. Après, souvent, on se dit « Ouais, moi, je suis pas concernée, quoi. Voilà, c'est des problèmes globaux, moi, ce que je fais, ça joue pas. » Pourtant, c'est pas vraiment vrai, hein. Si vous regardez, finalement, ce qu'on fait à l'échelle locale, dans notre vie de tous les jours, avec les pollutions des villes, avec finalement votre activité à vous, on s'est rendu compte, et il y a plein d'études qui montrent que
les pollutions locales associées au réchauffement global, finalement, ça va accentuer, ça va exacerber les effets du réchauffement climatique. Et ça, il y a plein d'études qui l'ont montré. Ça va de la pollution métallique, ça va aux impacts de sels nutritifs, jusqu'à la pollution plastique. Tout ça, finalement, ça contribue à limiter la capacité du corail à survivre au prochain épisode de blanchissement. Alors, je crois qu'il faut quand même croire au pouvoir des individus, parce qu'on est quand même 7 milliards aujourd'hui, on sera 9 milliards demain, et finalement, si on fait 7 milliards d'actions, une chaque jour, imaginez certains en font plus qu'une, peut-être qu'on peut quand même arriver à atténuer les effets des changements climatiques. Alors ça, c'est une fiche qui est proposée par la NOAA, qui vous propose finalement différentes actions. Et au départ, on peut ne pas paraître sensibilisé, mais moi, j'avoue, maintenant, quand je regarde mon fils, je me pose vraiment la question: quel avenir je lui donne pour demain? Dans quelle planète il va vivre? Et est-ce qu'un jour il me dira: mais maman, pourquoi vous n'avez rien fait? Et je pense que c'est assez important de regarder cette fiche et d'essayer de voir ce que chacun à votre échelle vous pouvez faire. Il y a notamment cette option de réduire, réutiliser, recycler, ne pas jeter les produits chimiques n'importe où. Et je ne sais pas si vous avez lu en fait ou entendu parler en fait de Bea Johnson, qui est une américaine, qui a décidé de limiter ses déchets. Voilà, parce qu'elle a dit voilà, il y a des choses que je ne veux pas faire, mais par contre, limiter mes déchets, je pense que ça, je peux y arriver. Et c'est assez impressionnant ce qu'elle a réussi à faire. Elle a limité ses déchets d'une manière considérable. Alors après, quand vous lisez le livre, vous dites: ah non, mais moi, je ne peux pas faire tout ça. Mais par contre, il y a des super idées. Et chacun de vous, je suis sûre que vous avez des bonnes idées pour essayer. Et moi, je vais juste vous en présenter une qui a révolutionné ma vie. Bon, on s'entend, mais bon, voilà. Avant, j'étais une fille, j'utilisais plein de produits cosmétiques, on achète plein de crèmes super chères, et celle-là, elle vous affine, et celle-là, ça fait la poubelle et tout. Ouais. Bon, résultat, ça ne marche pas. Hein. Mais finalement, en lisant ce livre et en se rendant compte de qu'est-ce qu'on pouvait utiliser comme produit alternatif, parce que quand même, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que dans tous ces produits, vous avez plein de molécules toxiques pour l'environnement, mais pour vous. Hein. Cancérigènes, etc., les conservateurs. Et en fait, vous découvrez que vous pouvez juste utiliser l'huile de coco. C'est un super démaquillant, ça hydrate, vous pouvez même vous brosser les dents avec. Il faut tester, moi j'ai fait. Et franchement, c'est super. Et vous pouvez découvrir en fait plein d'autres astuces. Je sais pas, vous achetez votre lessive, mais moi par exemple, je fais ma lessive juste avec du savon de Marseille. Et vous savez pourquoi? 1, parce que c'est écologique pour la planète. 2, parce que c'est pas toxique pour moi, parce que vous savez pourquoi il y a des lessives bio? Parce qu'il y a plein de conservateurs qui sont toxiques pour votre santé. Et finalement, quand même, le critère décisif, c'est que c'est hyper économique. Alors, je crois au pouvoir des individus. Et c'est vrai que l'idée, je pense que ça passe aussi par la sensibilisation des gens. Parce que même moi, quand j'en discute avec ma famille, ils me disent « mais non, c'est pas vrai ». Voilà. Et je leur dis « si, je vous assure ». Alors on a créé ce réseau Un œil sur le corail, et donc en fait, il n'est pas pour nous, il est pour vous. Il est, si vous avez envie de participer, si vous avez envie de nous aider, je vous propose de venir nous rejoindre. Et juste pour vous rappeler comment finalement un seul individu peut faire des choses gigantesques, je voulais juste vous remontrer comment ce petit polype, il a finalement participé à un effort collectif pour créer ça. Merci.